Bienvenue sur le podcast La Douche Froide. Aujourd'hui, on va parler avec Ulysse du livre de Cyrus North, Le Code, qui est sorti récemment et dont finalement j'ai pas vraiment entendu parler sur YouTube. Et donc aujourd'hui, on va en discuter tous les deux. On va aborder les passages qui nous ont marqués un par un, on va en discuter, on va partager notre avis, on va débattre un peu aussi autour de tout ça. Ce podcast est vraiment fait pour vous si vous l'avez lu, que vous avez apprécié le livre, que vous n'avez pas apprécié le livre. Si vous ne souhaitez pas lire le livre également, ça pourra vous être utile parce que vous aurez un résumé. Je vous laisse avec l'intro, bon visionnage. Bienvenue dans le podcast de La Douche Froide. Je m'appelle Samuel, j'ai 18 ans et je suis actuellement en année de césure avec un statut d'étudiant entrepreneur. Je travaille sur un site de e-commerce ainsi que sur ma chaîne YouTube et ce podcast. Mon but ici est de vous proposer des discussions sur des sujets qui à un moment donné m'ont apporté soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif. Les sujets principaux seront le sport, la philosophie et l'entrepreneuriat. Ils se feront seuls ou à plusieurs. À la suite de cet épisode, il y a de fortes chances pour que tu sois à nouveau entraîné dans le fil incessant des réseaux. Donc si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à t'abonner et à lui mettre un pouce bleu ou 5 étoiles en fonction de si tu écoutes sur Spotify ou sur YouTube. Ça me permettra d'avoir un peu plus de visibilité et toi tu louperas aucun des prochains épisodes. On est là avec nos petites fiches dans lesquelles on a noté des points avec lesquels on est d'accord, des points avec lesquels on est en désaccord. C'est pas forcément des points positifs ou négatifs, c'est vraiment une analyse subjective. D'ailleurs, il y a des points avec lesquels on n'est pas forcément, encore une fois, en accord. Et ça va être intéressant, on va avoir un petit débat. Je pense qu'il y a des moments où on va se comprendre, des moments où peut-être pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant, on ne s'est pas vraiment dit à l'avance ce avec quoi, ce qu'on aimait, ce qu'on aimait un petit peu moins. Et c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. On va faire point positif, point négatif. On va essayer de citer au maximum les pages. Et voilà. Mec, pour commencer, je pensais qu'on pouvait faire un petit aperçu global du livre. Puisque voilà, un aperçu global en parlant des points négatifs et des points positifs. Alors d'abord… Avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que comme tu l'avais mentionné, on va faire un petit peu point par point, pas forcément dans l'ordre. On va aborder une thématique chacun et puis après on discutera un peu autour de tout ça. Moi vraiment le premier point positif que je vois c'est déjà bravo pour le livre, c'est un boulot énorme. C'est le condensé d'expériences, de choses qu'il a appréciées. Pour ce livre-là, c'est aussi le condensé de beaucoup de choses, j'imagine, qu'il a lues. Et donc, il s'est inspiré de pas mal de penseurs notamment de la Grèce, tout ça. Et vraiment, c'est un travail de fou. Ensuite, le livre, la prise en main est vraiment top. Personnellement, j'ai trouvé qu'il était de super qualité, mec. Les pages sont cousues. Je sais pas si t'as fait attention, les pages sont cousues. Carrément. Et très souvent, c'est collé. Et quand c'est collé, ça se décolle. Là, c'est cousu, c'est vraiment bien. Quand c'est collé, ça se décolle. Ouais. Et ça c'est peut-être la phrase. C'est podcast. Non, mais c'est clair. Non, comme tu dis, il y a la qualité et puis il y a la beauté visuelle. C'est beau, c'est vraiment les couleurs jaune, noir, comme ça donne une sorte de contraste. Donc là, on n'est pas dans le fond, mais juste dans la forme. Et le fait, même quand on le lit, c'est facile à lire. Et c'est pas parce que c'est facile à lire que c'est creux, que c'est vide. Non, il y a plein de choses intéressantes. Et en plus, c'est facile. Et c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'il est accessible, ce livre. Et ça, c'est un vrai point fort, un gros point positif. Et je conseille à tous de l'acheter pour vous faire votre propre idée. C'est très intéressant, en plus d'être agréable. En plus, un bel objet. Oui, vraiment. C'est vrai que c'est un bel objet. Donc, bravo pour le travail en plus. Bravo. Comme je dis, écrire un livre, c'est pas rien, c'est pas anodin. Ouais, c'est sûr. En plus, c'est pour aider les gens, ce livre. Il est là pour ça. Tu vois, c'est pas un livre de marketing pur et dur, tu vois, en mode développement personnel ultra basique et tout. Non, il y a plus de profondeur. Il y a des liens avec la philosophie. Ça, c'est vrai que c'est quand même plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord, mais on va rentrer dans le vif du sujet juste après là. Mais on pensait que c'était bien de commencer par féliciter parce que même pas pour la flagornerie, j'ai envie de dire, mais parce que c'est vrai, quoi. C'est clair. C'est génial. Je pense que je mettrai des petits plans juste du livre, tu vois, je vais filmer un peu les détails, comme ça fera… Enfin voilà, pour ceux qui regardent la vidéo. Pour ceux qui regardent la vidéo, elle est disponible sur YouTube si jamais vous avez envie de la regarder. Et donc… Sur nos 2 chaînes, qui seront en description, quoi qu'il arrive. Totalement, Et donc pour ceux qui regardent sur Deezer ou Spotify, pareil, il y aura les liens, tout sera dispo. On y va ? Allez, on y va. Vas-y, moi je vais commencer. J'ai un point négatif et un point positif go. De ma vision globale du livre. Je tiens à le préciser parce que je pense que c'est
c'est bien de commencer avec un aperçu global et ensuite de plonger un peu dans les détails. Non spécifique, ok. Voilà. Alors moi, le premier point positif, c'est que, en fait, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, le livre est très agréable à lire et très simple à lire. Moi, je suis quelqu'un qui je suis pas un grand lecteur de nature. J'ai parfois un peu de mal à lire tout ça. Et là, vraiment, le livre est basé parfois sur des expériences personnelles où il va mentionner des expériences de sa vie, des trucs comme ça. Parfois sur des expériences aussi scientifiques qui ont mené à des études. Et donc, il mentionne bien les études. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir un aperçu sur plusieurs points différents. Donc, dans le même livre, on a un sujet qui est donc le code qui est pour s'améliorer globalement. Et il mentionne donc certains passages de sa vie, certaines expériences. Et donc, ça garde un peu ça garde l'attention, je trouve, qui est sympa. Il y a un bel équilibre, quoi. Entre une approche vraiment scientifique et une approche plus personnelle. Et ça, c'est top, quoi. Totalement. C'est un peu un mix empirique et scientifique, quoi. Ouais. C'est le fameux mix. Mais c'est vrai que c'est top par rapport à ça. Puis toujours, en plus, moi, j'apprécie particulièrement quand c'est sourcé. Et ça, c'est vraiment important dans cette époque un peu de la désinformation dont il parle un moment dans ce livre. C'est vachement important. Et bravo, ça donne un bel exemple en plus d'être de qualité. C'est vrai. C'est vrai. Point négatif alors, si tu as fini sur le point positif. Point négatif, alors moi j'ai lu beaucoup de livres un peu style développement personnel, cliché, tout ça. Yes. Des livres qui marchent bien. Et l'un des points que je peux reprocher à ces livres de manière globale, c'est que certains se répètent. Certains se répètent dans les contenus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui repartagent ces principes-là, qui partagent énormément, on en voit partout. Énormément. Et moi j'ai trouvé parfois, alors je ne sais pas si ça vient de moi, de ma perception de la chose, ou si ça vient vraiment du livre, j'ai trouvé que certains principes étaient parfois vus et revus. Mais en même temps, je me dis que pour quelqu'un qui ne connaît pas ce domaine-là, pour quelqu'un qui n'en a aucune idée, ça peut être super intéressant parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément vues et revues par tout le monde en fait. Tout le monde n'est pas forcément dans ce milieu-là et quoi qu'il en soit, c'est des principes qui peuvent aider dans tous les cas. Il y a des choses qui sont plus utiles pour certaines personnes, d'autres qui le sont moins. Mais dans tous les cas, c'est vrai que je trouve que le mentionner, c'est une bonne chose. Après, voilà, il y a certaines choses que j'ai trouvées un peu… Je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que moi, je l'ai lu et j'ai été surpris par rien. Je connaissais presque toutes les histoires qu'il va dire, parce qu'à un moment, il y a des études que je connais aussi, c'est des études assez connues. Ensuite, après, il y a des histoires un petit peu yogiques sur des sages, sur des histoires d'ailleurs beaucoup plus occidentales aussi. C'est des histoires que je connais aussi. J'avoue, même sur les principes, sur beaucoup de choses, je n'ai pas été surpris une fois. C'est un peu ça que tu veux dire en point négatif. C'est vrai que c'est un condensé avec la vision de Cyrus, en fait. C'est ça. Après, tu vois, en fait, d'une autre manière, en parlant comme ça m'amène à une réflexion. Ça se trouve, c'est son premier livre. Et ça se trouve, à l'avenir, peut-être qu'il voudra sortir du schéma, quoi. Ouais, des trucs un peu plus spécifiques. Parce que c'est vrai que pour commencer, un livre qui est global, qui aborde plusieurs sujets, plusieurs choses, c'est peut-être mieux. Et après, tu vois, se spécialiser petit à petit, c'est… je sais pas si ça a été sa volonté. Je sais pas. Et c'est vrai que il y a un petit peu cet aspect dictionnaire où tu as plein de mots, plein de numéros, comme c'est le code, ça va de 1 à 36 ou 35, je sais plus, et on rentre jamais en profondeur. Mais après, c'est le but du livre, c'est de donner plein de petites clés, et les gens, ils iront chercher en fonction de là où ça les touche, plus spécifiquement, plus dans d'autres livres qui vont plus précisément dans certaines notions, dans certains concepts. Mais voilà, je pense qu'il voulait nous donner une sorte d'éventail, de panel global. Mais c'est vrai que c'est un point négatif, et en même temps, c'est un point positif. Et en même temps, c'est un point positif parce que ça veut découvrir à plein de gens. Mais c'est pour ça que ce qu'on dit, c'est vraiment très subjectif. Et c'est important de le rappeler parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'est-ce que tu racontes ? C'est trop bien son livre, t'as rien compris. Si, non mais tu vois, c'est vrai. C'est important de le rappeler pour que les gens en comprennent, tu vois. Ah oui, non mais t'as raison. C'est vrai que c'est important. En plus, ce que je trouve bien, malgré le fait qu'il parle de choses qui sont parfois, que je connaissais déjà, c'est qu'il aborde beaucoup de sujets différents. C'est-à-dire que souvent, les gens qui parlent de stoïcisme ne parlent pas de bouddhisme. Tu vois. Des fois, c'est un peu… Il fait des liens, quoi. Ouais, il fait des liens entre les deux. Et ça, c'est vraiment cool parce que tout le monde ne le fait pas. Et le fait de le faire, ça rajoute une dimension en plus. Et puis en plus, pour quelqu'un qui est par exemple plus intéressé par le stoïcisme, il va peut-être s'intéresser à la philosophie
tout ce qui est autour du bouddhisme, tout ça, et vice-versa. Ça, je trouve que c'est un point positif quand même. Ok. Donc ça, global, un petit peu, ok. Yes. Ben, tu sais quoi, moi, j'ai pas vraiment d'analyse globale. J'ai une conclusion qui vient reprendre un peu tous les points. Mais ça, du coup, je le dirai à la fin, ça sera mieux, je pense. Ok, voilà, d'accord. Donc, restez bien jusqu'à la fin, vous aurez ma conclusion. Pas piquer des hannetons. Vas-y mec, je te laisse commencer par le premier point. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai noté? Donc, point positif. Page 49, on va s'y rendre. Illico presto. Il nous parle d'apprécier les plaisirs invisibles. Mec, je vais m'y rendre aussi. Ouais. Apprécier les plaisirs invisibles. Dans un autre chapitre, il nous parle de memento mori. Et encore dans un autre, dans le fait que nous ne sommes que poussière. Et pour moi, il y a ici 3 phrases, 3 titres de chapitres qui veulent à peu près dire la même chose. C'est prendre du recul. Donc, se rappeler, par exemple dans le memento mori, qu'on va mourir. Et moi, c'est quelque chose que je fais souvent. Je ne suis pas du tout angoissé par la mort, mais par contre, je suis animé par un désir de faire des choses dans ma vie. Je suis animé par un désir de transmission, par le fait de ne pas être une loque, en fait, tout simplement. Tu vois, de bouger, de créer des choses et tout, des projets, d'aboutir sur plein de choses. Et le memento mori, il permet des fois de se rappeler, quand on est dans des moments de latence totale, justement de dire, mais attends, il y a un moment, je vais mourir, il faut que je fasse quelque chose. C'est unique. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Et le fait que nous ne sommes que poussière, moi, ça me rappelle un concept ça me rappelle une petite technique que j'ai quand je vais pas très bien. Je prends du recul, je m'imagine la Terre, je m'imagine la France, la Terre, l'univers, je me dis, oh là là, mais je suis rien en fait. C'est pas grave si je vais pas réviser pour la semaine prochaine. J'y arriverai mieux après. C'est pas grave si... je sais pas, je suis un peu en retard. Regarde le monde, c'est immense, tout le monde, on est là, on est 8 milliards et on croit tous qu'on est le centre de la galaxie, de l'univers. C'est un biais qu'on a tous, c'est normal, hein, c'est le gène individuel, tu vois, qu'on a tous un petit peu, le gène égocentrique, et qui fait l'humain aussi. Mais des fois, se rappeler ça aide vraiment à poser les choses. Et ça, c'est vraiment un point avec lequel je suis totalement d'accord dans ce livre. Vous avez remarqué, ça arrive à plusieurs moments. C'est pas un point particulier, mais c'est plusieurs qui regroupent pour moi un thème principal. Et voilà, donc ça, je suis très content qu'il l'ait mis, puisque moi, je sais que je m'en sers beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Le memento mori, ça me fait penser à quelque chose. Il y avait des adeptes d'une espèce de tableau, tu sais, avec toutes les cases de ta vie que tu coches. Ah, ça, c'est presque trop angoissant. Tu trouves ça angoissant ? Ouais, de fou. Ouais, par contre, ça... Je préfère avoir cet aspect un peu plus poétique, tu vois, je sais pas, de faire la chose sans avoir une sorte d'œil qui te regarde. Attention, tu vas mourir. Là, c'est vraiment crever, trop. Là, c'est vraiment trop. Des fois, je me rappelle, je sais pas, une fois par mois que je vais mourir, tu vois. Mais là, le truc de tu te lèves, en face de toi, t'as le calendrier de ta vie. Ouais, j'avoue, c'est trop mathématique, tu vois. Enfin, là, c'est... Et ça, justement, il y a des gens, je te pose la question, parce qu'il y a des gens par rapport au memento mori, ils comprennent pas l'intérêt qu'il y a derrière. Ils trouvent que c'est morbide presque de se dire qu'on va mourir et tout. Toi, t'en penses quoi de ça, le fait qu'il y en ait qui le voient de manière morbide Enfin, tu penses que c'est lié à quoi ? Parce que finalement, c'est vrai que je pense que inconsciemment, on a un peu tous ce côté-là où penser à la mort, ça fait bizarre. Parce que c'est la finalité de toute personne, mais on ne sait pas ce qu'il y a après. On ne sait pas ce qui se passe. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Je sais pas. Moi, j'avoue que je vais pas analyser ce que pensent les gens parce que je sais pas vraiment, mais je vais partir de moi ce qui me vient là à l'esprit, tu vois, c'est que moi, ça me motive plutôt que ça me paralyse. Je pense qu'il y a des gens que ça paralyse, tu vois. Tu penses qu'il y a des gens qui... Je pense qu'il y a des gens, c'est comme une encre, tu vois, qui les empêche de bouger, vraiment. Moi, ça me motive. Justement, je me dis, punaise, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de ceci, de cela, tu vois, j'ai envie d'aboutir à de belles choses, tu vois, éthiques. J'ai vraiment envie de... Voilà, il y a quelque chose, je sais pas, une sorte d'instinct positif, tu vois, vraiment. Et non, ça m'angoisse pas. Après, comme je ressens pas vraiment ce truc, je pourrais pas vraiment bien en parler, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que chaque personne, en fonction de son vécu, a un rapport différent avec l'idée de la mort, tu vois, parce que
forcément, tu vois, il y a des gens qui ont vraiment eu dans leur vie cette chose-là qui était présente et donc peut-être qu'il n'y a pas le même rapport. Moi, c'est vrai qu'en fait, quand j'en parle, tu vois, effectivement, quand j'en parle, je ne suis pas très stressé, mais en même temps, dans mon quotidien, j'ai pas eu de choses qui m'ont amené à avoir peur de la mort, si tu veux, parce que j'ai pas eu de problème de santé grave. Dans ma famille, personne n'a vraiment frôlé la mort, tu vois, en tant que tel, et personne n'a non plus ce truc-là. Je pense que pour quelqu'un qui a vécu ça, je pense qu'il le perçoit différemment. Mais je suis d'accord avec toi, tu vois, dans le sens où c'est vrai que c'est. Mais même, non, moi, tu vois, j'ai quand même quelques membres de ma famille qui sont décédés ou des gens un peu plus. Qui sont pas vraiment dans ma famille, mais proches, tu vois, et des gens qui sont un petit peu sur, tu vois, sur le dent de scie, là, ces temps-ci, et ça me motive d'autant plus, tu vois. Ouais. Tu vois, je me dis, la mort, elle va arriver, tu vois. Comme dirait Albert Camus, c'est la seule chose dont on est sûr, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est dans le mythe de Sisyphe, il nous parle de l'absurdité de la vie. Enfin voilà, allez lire ce livre qui est extraordinaire. Et voilà, moi, ça me motive plus qu'autre chose. Je vois ça, je fais OK, allez, go, dans l'action. Plutôt que là, à me morfondre. Mais c'est un instinct que j'ai, c'est quelque chose qui est ancré en moi et chez d'autres personnes, c'est différent. Mais bon, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire le lien avec page 136 ? On va reparler de la mort encore une fois, parce que la mort est présente dans ce livre. Très intéressant. Hein ? Franchement, il faut dire que il parle pas mal du suicide, Cyrus, sur quelques chapitres, il me semble. De l'euthanasie. Memento Mori, il y a quand même la présence de la mort qui est là, mais c'est la seule question philosophique finalement, enfin la question philosophique ultime, un petit peu la mort, tu vois. Et c'est présent et c'est important. Pourquoi c'est philosophique pour toi ? Ça a peu de rapport avec le livre, mais j'aimerais comprendre parce que je ne vois pas de philosophie dans la mort, moi. Parce que tu as un temps limité, tu vois. C'est totalement plus incertain. C'est totalement incertain. Ta vie, elle est extrêmement courte, tu vois, en réalité. Et ou elle est longue, ça dépend comment tu le vois, mais à l'échelle de l'univers, elle est, mec, c'est rien. C'est rien. C'est une poussière. Ouais. Et comment tu vas l'investir, cette vie ? Et je te parle même pas entrepreneurialement parlant. Comment tu vas... Qu'est-ce que tu vas investir dans cette vie ? Qu'est-ce que tu vas créer ? Qu'est-ce que tu vas laisser ? Qu'est-ce que... Je sais pas. C'est instinctif, tu vois. On est tous animés par un désir de vie. Moi, je trouve que la mort, c'est pas si philosophique que ça, tu vois. Justement, je trouve que la vie est plus philosophique que la mort. Parce que, en fait, toi, tu vois la mort d'une manière philosophique parce que tu te dis qu'est-ce que je vais faire avant la mort. Ouais, totalement. Du coup, finalement, c'est plus la vie qui est philosophique. Parce que la mort, je trouve ça... T'es mort, quoi. Parce que déjà, la mort, d'ailleurs, la mort, c'est pas un point. Tu vois, c'est pas hop, t'es mort. C'est une descente graduelle, tu vois, presque. Et puis la mort, c'est le début de la vie aussi. Tu vas nourrir quelque chose aussi, tu vois. Les vers de terre. Voilà, les vers de terre. Non, mais c'est vrai, tu vois. Un arbre qui va mourir, il va nourrir la terre. C'est pareil pour nous, en réalité. Tu vois. Ouais, mais ça nous concerne. Mais bien sûr. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, tu vas nourrir les vers de terre. Bien sûr. Et c'est pour ça que je trouve que ce côté-là philosophique autour de la mort... Se rendre compte que la vie est unique. Moi, j'en ai parlé dans mon dernier podcast à la radio, et qui est sur ma chaîne YouTube. Je dis, il faut se rappeler que la vie, elle est unique. Il faut s'en rappeler. Donc, si on revient au sujet principal de vivre mieux plutôt que vivre longtemps, c'est en rapport avec ce dont on parlait de la mort. Et moi, j'ai pas très bien compris ce chapitre, parce que pour moi, vivre longtemps, c'est vivre mieux, puisque tu prends soin de ta santé physique, mentale, et forcément, si tu vis plus longtemps, tu vis mieux, à part si tu es en réanimation, enfin en coma artificiel depuis 10 ans. Mais bon, il n'y a pas non plus des millions de personnes comme ça qui sont en France, tu vois. C'était page combien, ça ? Hop, 136, bâtier. 136. Yes, nickel. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai pas compris. Tu vois, c'est spécial. C'est quelque chose avec lequel je suis pas forcément d'accord. Tu vois, ils nous disent comme s'il faut vivre intensément, et de façon très vivre intensément et pas longtemps. Mais je suis pas d'accord. Tu vois, autant tu peux vivre intensément et longtemps. Hein. Enfin, je sais pas si j'ai mal interprété la chose, mais en tout cas, le titre porte à confusion. Tu vois, le titre de ce chapitre. Mais on peut passer à autre chose si ça te. Moi, j'ai fini ma réflexion là-dessus, c'est juste, je voulais l'aborder. Ouais, c'est en rapport avec la mort, tu vois. S'il y a des gens qui l'ont compris, éventuellement, qui le mentionnent. Et qui l'ont lu, le livre, carrément. Parce que c'est vrai que moi non plus, j'ai pas très bien compris. J'ai essayé de lire quelques lignes là, mais j'ai pas non plus trop
compris. Alors, moi, donc c'est page 45. 45, here we go. Ça s'intitule Pardonner aux méchants. Alors, ça, c'est assez drôle, je trouve, dans le titre, déjà, Pardonner aux méchants. Et en fait, je trouve que cette idée-là est assez intéressante parce que, en fait, elle nous explique, en fait, elle nous amène à réfléchir sur à ce pourquoi, déjà, on qualifie les gens de méchants. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de méchant ? Et je trouvais que le schéma de pensée était assez intéressant. Alors déjà, ce que j'ai compris personnellement, c'est que en gros, la plupart des gens qui ont un comportement parfois agressif, un peu, directement agressif envers quelqu'un, tu vois, quand par exemple une critique va être faite d'une manière qui n'a pas pour but d'aider l'autre, mais seulement pour but de dénigrer, on pourrait qualifier cette personne-là de méchante. Oui, tu vois. je Je comprends. sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, souvent, ce qu'il explique, et ce qui est vrai, je trouve, c'est que la plupart des personnes qui sont dans cette situation-là ne sont pas comme ça parce qu'elles ont la volonté de blesser, c'est souvent seulement un sentiment d'attaque. Par exemple, récemment, j'avais eu ce problème-là avec l'un de mes proches, tu vois. J'avais eu le problème la personne est venue vers moi critiquer directement ce que je faisais, et en fait, petit à petit, j'ai compris que derrière, il y avait un problème sous-jacent. Le problème sous-jacent, en l'occurrence, c'était que j'envoyais pas assez de messages. Ouais. Mais tu vois, au final, seulement s'arrêter du coup à une insulte ou quelque chose comme ça, c'est vrai que parfois ça peut fermer des relations et souvent c'est intéressant quand il y a un conflit, tout ça, d'essayer de comprendre la personne qui est en face de nous plutôt que de se défendre. En fait, parce que souvent quand il y a un conflit, notre interlocuteur nous attaque, tu vois, potentiellement, tu vois, va être agressif, va dire des choses qui peuvent blesser et réagir comme quelqu'un d'attaqué, c'est ce qui va perpétuer le conflit. Parce que finalement, il y aura une réponse. Ça va engrainer quelque chose, ça va nourrir un conflit. C'est ça, totalement, ça va. C'est rebondir, le fameux neurone miroir dont tu parles à un moment. Quelqu'un est énervé, donc je suis énervé. C'est ça. Quelqu'un est calme, donc je suis plus calme. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça amène vraiment à casser la chaîne de la méchanceté. Encore une fois, c'est un terme un peu spécial. De l'agressivité. De l'agressivité, c'est un meilleur terme. Ça amène à casser cette chaîne-là parce qu'en fait, tout simplement, en écoutant l'autre et en essayant de comprendre l'autre quand il est agressif, même si c'est super compliqué parfois, ça amène parfois à résoudre les conflits de manière beaucoup plus simple, plutôt que seulement dire « et toi, la dernière fois, t'as fait ça ». Et il y a aussi, dans le même chapitre, quelque chose qui dit que je trouve vraiment intéressant, c'est en fait l'idée que les gens qui insultent, les gens qui ont parfois, qui vont dire justement « t'es méchant », qui vont insulter directement, c'est souvent des gens qui n'ont pas vraiment d'idées. Ça m'a vraiment fait rire, parce que c'est vrai que souvent quand t'es dans un conflit, que tu n'as plus d'arguments, t'as envie limite d'insulter l'autre, parce que c'est la dernière chose qui reste. Ouais. Et là, je me suis dit vraiment, en fait, il y a des gens qui, dès qu'ils ont un problème avec toi, t'insultent, tu vois. Et je me dis, en fait, ces gens-là, ça veut dire qu'ils n'ont même pas d'idée. Ils ont même pas de raison d'être en colère. Ils sont arrivés au bout. Moi, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord avec ça. Et il faut faire la part des choses entre quelqu'un qui arrive au bout de ses idées et qui dit t'es méchant, ou alors toi, tu n'as plus d'idées et tu arrives à dire t'es méchant, alors que c'est juste que, comme il dit, on va citer, pour Jean Kelevitch, un philosophe connu, la méchanceté, c'est ce qu'on dit de l'autre quand on ne sait plus quoi dire. C'est vrai, et en même temps, il y a des gens qui sont méchants. Il y a vraiment des gens qui sont méchants. Et là, il oublie de le dire des fois. La méchanceté, c'est pas que une subjectivité. Il y a vraiment des gens qui aiment faire le mal. Et ça, il faut faire attention. Il faut le repérer, tu vois. Bien sûr, il y a des gens, on se dit, oh, il est méchant. Alors qu'en vrai, c'est juste qu'on n'a pas vraiment compris. Et il nous dit la fameuse phrase de Socrate, sur la même page, juste à côté, « Nul n'est méchant volontairement ». Alors, je pense que, en fait, non. Sincèrement, je vais dire que non. Je crois qu'il y a vraiment des gens qui sont méprisants volontairement, qui sont méchants volontairement, qui vont chercher le mal et qui ça satisfait une vraie jouissance, tu vois. Ouais, mais... je pense vraiment. Et il faut faire la distinction dans la vie de tous les jours entre quelqu'un qui est méchant parce qu'on a mal interprété et les gens qui sont profondément mal, tu vois. Ouais. Même si c'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, manichéen blanc ou noir que ça. Des fois, il y a des gens qui sont une partie un peu plus méchante, une partie moins, ça dépend des moments. Mais il y a quand même des gens, malgré tout, ils sont méchants. Je ne vais pas citer des événements très connus de tous, tu vois. Mais voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une petite nuance que je voulais apporter. Je l'avais noté aussi, c'est cool que tu... En fait, je pense qu'il y en a,
pour qui ça se rapproche de la folie presque en fait. Mais du coup, la folie, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment de la méchanceté? Parce que pour moi, la méchanceté, c'est avoir conscience que tu fais le mal et le faire par pur plaisir. Et tu penses pas qu'il y a des gens comme ça? Si. Non, mais en même temps, je pense que c'est de la folie parce que c'est un comportement qui est pas normal. Qui est pas bon pour le groupe. Qui est pas donc bon pour qui le n'est groupe. pas normal, voilà, c'est ça. carrément. Qui n'est concrètement pas normal parce qu'il apporte rien de positif au groupe. Et tu vois, si on part de la théorie de l'évolution darwinienne, tu vois, ces gens-là sont amenés à mourir plus facilement parce que concrètement, tu vois, dans l'évolution, c'est les gens qui vont moins socialiser et donc qui auront moins de compétences avec les autres et donc qui seront plus à l'écart du groupe et tu vois, qui seront plus potentiellement. Ouais, mais là, ça fait un peu darwinisme social. C'est-à-dire que maintenant, il y a tellement d'outils dans la société pour pallier ça. Oui, bien sûr. Que aujourd'hui, c'est le cas. Donc, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est pour ça qu'il y a peut-être plus de gens méchants. Ouin. Tu dirais qu'il y a plus de gens méchants? Je sais pas. Je pourrais pas te dire, franchement. Ouais. Je pense pas, honnêtement. Ouais, je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pense qu'il y a plus de gens frustrés, par contre. Parce que la société. Quoique, tu sais, au Moyen-Âge, tu sais, genre, tous les serfs et tout, les gens qui étaient. Des esclaves vivants. Enfin, oui, il y a des esclaves vivants, bien sûr. Je sais pas s'il y a plus de frustration, mais en tout cas, il y en a beaucoup, ça c'est sûr. En fait, la question que je me pose. Mais c'est un peu humain d'être frustré. Hein. Comme on pense, on est tout le temps frustré, tu vois. Je sais pas. Parce qu'en fait, je pense. On n'est plus dans l'analyse du livre. On n'est plus dans l'analyse. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de. je rigole. Non, mais c'est clair, tu vois. Et je pense que comment dire. Les gens aussi aujourd'hui ont plus de frustration parce qu'il y a l'impression qu'on peut accéder à tout plus facilement. Et que, en fait, il n'y a pas, par exemple, avant, tu vois, au Moyen-Âge, par exemple, tu avais les rois restaient rois, les esclaves restaient esclaves. Il n'y avait pas de perspective par rapport à tout ça. Et je dis pas que c'était mieux avant, hein. Mais juste qu'avant, je pense que du coup, quand tu étais dans un rôle, concept philosophique dont il parle. Ouais, tu t'habituais plus à ton truc, tu vois, t'allais faire les chants tous les jours et tu te disais pas un jour je serai roi, ou j'aurais pu être roi. Ou alors peut-être que tu te le dis, mais tu l'oublies vite parce que c'est pas ton quotidien. Alors qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, qui est assez capitaliste, le capitalisme, c'est quelque chose qui permet, entre guillemets, en tout cas qui fait t'imaginer. Qui fait croire que tout le monde peut le faire, tu vois. Et surtout aujourd'hui, à l'ère des réseaux, où il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont partis de rien et qu'aujourd'hui, ils ont tout. C'est un peu le biais du survivant. Ce côté-là où je pense qu'aujourd'hui, du coup, il y a plus de gens frustrés. Que ça amène la frustration, en tout cas. Quand on veut, on peut. Sauf quand on peut pas. Voilà, quand on veut. Sauf quand on peut pas. Ouais, et puis. Non, mais je comprends, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vraiment intéressant. Ouais. Cool. Ok, on passe peut-être à un autre truc. Yes, vas-y. Tac, page 140. Non, page 111. On va parler de l'imagination. 111. Alors, on y go. 3 et 4. Attention à la puissance de l'imagination. Il nous dit que, il me semble dans ce chapitre, donc là il nous parle des accords Toltec, et je crois que je ne suis pas vraiment, encore une fois, d'accord avec le fait de limiter son imagination, tu vois. Ouais. Et je pense même que c'est pas possible. Je pense que c'est pas possible de limiter son imagination. Et tu vois, il nous parle et je pense même que c'est très positif d'être en train d'imaginer en permanence des scénarios. Ça entretient quelque chose. Alors, évidemment, si tu ne crées pas derrière, si tu ne le mets pas en œuvre, si tu ne transcendes pas cette imagination dans un projet, dans quelque chose, ça va tourbillonner. Et là, c'est très, 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 très négatif. Ouais. Parce que tu es, comme tu dis, très frustré. Et en plus, tu es tout le temps stimulé, overstimulated, tu vois, en permanence. Et tu as tendance, on a tous tendance à faire moins que ce qu'on pourrait faire. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et il oublie de dire, il parle beaucoup de la méditation. La méditation, c'est bien, tu vois, ça va te calmer 10 minutes, mais ça fait pas tout. Il y a un moment, il faut passer à l'action, quoi, tu vois. Ouais. C'est bien de rien faire, tu vois, de faire une pause. Mais je crois qu'il y a vraiment un moment, il faut créer. Et pour moi, la meilleure des thérapies, c'est bien d'aller voir un psy. C'est très, 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 très bien. Et je suis très content qu'ils le disent. Aller voir des gens, aller voir des professionnels, c'est une très bonne idée. Mais il y a un moment, il faut aussi, en plus de parler, en plus de penser, mettre en œuvre, mettre en acte. Que ce soit écrire, que ce soit sculpter, tailler, courir,
lancer un business, peu importe, aller dans une association. Et ça, il oublie de le dire. Moi, c'est d'ailleurs dans ma conclusion que je l'ai mis. Je vais la faire tout de suite, c'est pas grave, on s'en fiche. Je suis d'accord avec le pourquoi du livre, c'est-à-dire se questionner. Tu vois, en permanence, il essaie d'aider les gens, de les aider à se questionner bien, mais il oublie la mise en action. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le comment, le pourquoi oui, mais pas le comment. Le comment, il nous donne des principes pour se calmer. Mais moi, le meilleur principe pour se calmer que j'ai trouvé, c'est de faire les choses. C'est d'aller courir. C'est d'aller faire des sports de combat. C'est d'aller écrire une émission. C'est d'aller aider des petits au foot. Tu vois ce que je veux dire Et puis, tu vas transmettre une émotion à quelqu'un. Tu vas transmettre un savoir, une connaissance. Et c'est ça qui est beau aussi. Et pas forcément uniquement se calmer. Et je pense que c'est peut-être le principal reproche que je pourrais donner à ce livre, c'est qu'il n'y a pas d'appel à l'action. Ouais. Et moi, les appels à l'action, ils m'ont trop touché, tu vois, dans ma vie. C'est ça qui m'a beaucoup aidé, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que je suis comme toi. On est des enfants de cette génération où on te montre tout et tu sais pas comment... tu es tellement stimulé en permanence que tu sais pas où mettre les pieds, tu vois. Tu es là, où je vais où? Il y a tellement de choses, tu es perdu. Des fois, pour la plupart des gens, il y a un manque de sens, tu vois. Et on oublie de passer à l'action. Ouais. Voilà. En fait, ça, j'en avais un peu parlé du coup aussi, mais pas de la même manière que toi. Tu vois, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rebondir directement sur ça. À la page 113, il parle donc du problème de l'imagination et de la créativité. Et ça, j'ai trouvé que c'était, moi, de mon côté, en tout cas, intéressant. Surtout qu'il y a quelque chose qu'il emploie, un terme qu'il emploie. Il parle de vers de pensée. Et ça, c'est trop stylé, ça. Ouais, c'est vrai, tu vois, il y a des moments, tu vois, tu as trop de pensées, tu as trop d'idées sur un domaine, et au final, tu n'avances pas. Et c'est vrai que pour moi, par exemple, parfois, le frein au progrès, le frein qui m'empêche d'avancer dans ce que je fais, c'est parfois d'avoir trop d'idées dans le même truc, tu vois. C'est-à-dire, je me dis, je vais faire ça, 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 et au final, je fais rien parce que, tu vois, je passe plus de temps à penser qu'à faire les choses. Et pour ça, en fait, ce que j'avais... parce que du coup, j'avais écrit quelque chose, parce que moi, j'ai quand même souvent ce problème, tu vois, où parfois, ça m'arrive de trop penser. On l'a tous un peu. Hein. Ouais. Et moi, c'est personnellement la chose qui m'aide tout simplement à mieux canaliser mes pensées, tout ça. Il en parle dans le code 14. Alors, je ne sais plus exactement quelle page je vais te la trouver, vas-y. En tout cas, l'idée, c'est d'apprendre à se retirer, quoi. Je ne sais pas si tu vas en parler aussi tout à l'heure un peu plus en détail, mais apprendre à se retirer, parfois, ça permet d'aider à canaliser ses pensées. C'est-à-dire que déjà, on est face à soi-même et on n'a plus le bruit, un peu le brouillard de la société, le brouhaha des autres et parfois même des réseaux. Et lui, il dit que apprendre à se retirer aujourd'hui, c'est pas seulement se retirer des soirées ou des environnements où il y a beaucoup de monde, c'est aussi se retirer des réseaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce dont tu parles. Ouais, la principale source, finalement, je dirais, de bruit interne, pour moi, en tout cas, pour ma part, ça vient des réseaux. Ça vient pas tellement de mon environnement, de tout ça. Et personnellement, ce qui m'aide vraiment, donc là, c'est vraiment un conseil personnel, ce qui m'aide à vraiment me reconcentrer sur le processus et moins sur mes idées, tu vois, qui fusent, c'est vraiment d'écrire les différentes étapes du processus. C'est-à-dire, avoir des idées, c'est bien, en choisir une, c'est mieux, et la détailler, c'est l'idéal. C'est-à-dire que si vous avez une idée, que vous pensez qu'elle est intéressante, il ne faut pas passer à autre chose, il ne faut pas se dire comme ça, ce serait mieux, il faut d'abord la détailler, il faut d'abord voir si c'est viable, et je pense que le principe d'écrire, écrire tout simplement son idée, écrire ce qu'il faudrait pour la mettre en place, ça permet de prendre du recul sur la chose et d'arrêter de penser constamment. Et ça, vraiment, c'est mon truc... Mais oui, je trouve, c'est ça, mais en fait, on est d'accord. Ouais, tu vois. Là-dessus. C'est génial de pouvoir. Tu mets tes pensées sur le papier. Moi, j'ai un carnet où je mets des pensées, tu vois, qui sont en vrac, et il y a un carnet plus projet, où là, je détaille plus, tu vois. Ouais. Et détailler, vraiment avoir, je pense, cette initiative de détailler, c'est intéressant parce que ça permet de canaliser son esprit sur un domaine. Et du coup, quand on l'a écrit, souvent, on a plus tendance à faire les choses. Tu vois, par exemple, l'autre jour, j'ai écrit quelque chose pour mon emploi du temps. Tu vois, je me suis engagé un peu dans un processus. Et quand tu l'écris, c'est pas pareil que quand tu te dis je vais faire ça. Tu vois, parce que tu l'as écrit, tu l'as signé, tu as une preuve. Puis elles sont sorties de ta tête. C'est ça, totalement. Elles ont déjà commencé à prendre un côté palpable, un côté physique, parce que le but, je pense, d'une idée,
c'est qu'au départ, elle est dans notre tête, après, elle doit être dans le concret. Et donc, elle doit être visible par les autres ou par soi-même. Enfin, tu vois, par exemple, ça peut être avoir l'idée de créer un produit pour le vendre ensuite. Il ne faut pas que le produit reste dans la tête. Il faut que le produit, tu puisses le toucher, que tu l'aies acheté et qu'ensuite tu puisses le revendre, que tu aies une clientèle, que tu aies un moyen de le revendre. Et comme tu l'as dit, même l'écrire. Peu importe le projet, mais oui. Ça, c'est un exemple. Moi, c'est juste que vendre, c'est mon truc tu vois, principal. Oui, carrément. Et du coup, c'est plus. Mais bien sûr, tu vois, même, je pense que ça, c'est encore plus valable pour les gens qui font de l'art, tu vois, qui font de la peinture et des choses comme ça. Je crois que les gens qui font ça, qui sont plus artistiques, à mon avis, ont plus tendance à faire les choses. Tu vois. Je pense que ça. Je pense. Je sais pas, il y a moins il y a peut-être un truc plus instinctif que quand tu dois vendre des choses, il y a une grosse partie de cognition, tu vois. Il y a moins cet aspect instinctif. Il y est peut-être à la base, tu vois, mais après, il y a une réflexion qui doit être là. Je te parle des trucs artistiques sur de la peinture. J'en sais rien, ça se trouve, c'est hyper compliqué. Je dis peut-être n'importe quoi. Les gens ils vont dire, mais qu'est-ce que tu dis, toi? Mais arrête de parler de ça, tu connais rien. C'est bien sûr pour réfléchir. En vrai, mais non, je retire ce que j'ai dit. Je vois ce que tu veux dire. Parce que l'art, ça vient plus de quelque chose d'instinctif, comme tu dis, je pense. Non, je pense que tu regardes un truc. Ouais, je regarde un truc. Non, je regarde la lumière dehors qui est trop belle. Et non, mais ouais, c'est vrai que c'est. Enfin voilà, en tout cas, moi, je trouve que ça, c'est intéressant. Donc, écrire ses idées, éventuellement les afficher. Parce qu'elles sortent de ta tête. Ouais, elles sortent de ta tête. Les afficher sur son bureau, c'est encore mieux. Comme ça, tu les regardes tous les jours quand tu travailles. Et quand tu te rends compte que tu n'as pas avancé sur ton projet, tu te rappelles qu'il existe au passage, parce que des fois on oublie. Et voilà. Pour moi, c'est tout là-dessus. Je sais pas si tu veux parler d'un truc ou sinon je peux parler prendre une de mes idées. Moi, j'en ai un point hyper positif. Ok. Et pour moi, qui est peut-être le point central du livre. Ouais. Il va page 106, chapitre 20. Identifier la dépression. Je vais vous lire la première ligne qui, pour moi, représente bien l'idée de ce chapitre. Je cite. « Il est important de ne pas confondre des épisodes où l'âme est troublée, comme des épisodes de tristesse ou d'anxiété, avec des épisodes de dépression. » Et ça, moi, je trouve ça d'une importance vraiment capitale, parce que on a tous, en tant qu'humains, des moments dans l'année, 3 jours, 1 semaine, peut-être des fois 2 semaines, ou des fois même des parties dans la journée où on n'est pas bien. On se sent mal profondément, on a l'âme troublée, comme il dit Cyrus, tu vois. Et ça, il faut apprendre à dissocier ces moments-là des moments où il y a une vraie dépression, qui est une maladie, où il y a quelqu'un qui est continuellement mal comme ça. Ça, il faut vraiment le dissocier, tu vois. Et ça permet de passer des moments, ces quelques jours où on ne se sent pas bien dans l'année, tu vois, à plusieurs moments, une fois en janvier, une fois en décembre, une fois en septembre, juillet, j'en sais rien, tu vois combien de fois ça vient, des fois c'est 1 fois par mois, ça dépend pour qui. Mais il faut apprendre à prendre ces moments, à se dire, ok, là je sais que ça va bien en fait dans ma vie, c'est juste intérieurement je ne suis pas bien. Ouais. Et ça permet vraiment d'aller mieux. Franchement, ça permet d'aller mieux et de vivre cette tristesse, cette angoisse qu'on peut avoir à certains moments, d'une façon plus poétique, d'une façon même plus positive. Moi, je sais que dans ces moments-là, je me réconforte en fait. Franchement, je me mets dans un petit mood chill, tu vois. D'ailleurs, je me fais plaisir, je me fais des petits trucs qui me font plaisir. Et puis, il y a des moments où j'ai plus d'énergie, je suis plus peut-être en mode brut, tu vois, en mode là, ok, là, je peux vraiment bosser sur ça à fond, je le fais, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est important, il y a trop de gens qui confondent, je suis en dépression. Arrête. Tu vois. Oui, c'est vrai. Tu vois, comme dirait Thibaut Inchep, rien à foutre de ta dépression, tu vois. Non, ça, je rigole. Mais, oui, la fausse dépression. Non, mais tu vois, je suis en dépression. Ben non, t'es pas en dépression. J'en sais rien, mais en réalité, les gens qui sont en vraie dépression, c'est une vraie maladie, tu vois. Ça se soigne. Et puis en plus, comme tu le dis, prendre conscience que parfois, tu m'avais dit une fois, tu m'avais dit un truc du genre, on a tous dans notre année quelques semaines, quelques moments où on est mal. En fait, prendre conscience du fait que tout le monde a ça, déjà, ça aide parce qu'on se dit ah mais je suis pas en fait le seul dans cette situation-là, c'est humain, c'est normal. Et c'est vrai que c'est ça, rien que ça aide en fait, de se dire qu'on n'est pas seul là-dedans. On a tous ça. Ouais. Tous. Ouais, ça, c'est important de le savoir. Puis si on se dit ça fait du bien. Ouais.
3 jours dans l'année pour être dépressif. On se dit, bah ça va, c'est que le premier. Mais ouais. Un peu plus généralement, mais oui, on est une sorte de période un peu où on décompresse quoi, plutôt vois, de quelque chose. Moi, il y avait un truc qui m'avait pas mal intéressé. Donc ça, c'est page 67. Et donc ça, je trouve que ça revient un peu sur ce qu'on avait dit par rapport à comment en fait prendre une décision, comment prendre du recul surtout. Redéfinir ses pensées automatiques. Yes, redéfinir ses pensées automatiques. Donc là, vraiment ce dont il parle, c'est un peu les pensées parasites qu'on a parfois. Ah, il t'a marqué dessus carrément. Non, regarde ça, post-it. Ah oui, c'est un post-it, ok, d'accord. J'ai rien dit. T'as vu ça. Mais ouais, du coup, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, vas-y. En gros, l'idée, c'est redéfinir ses pensées automatiques, c'est-à-dire souvent, on a des choses qui viennent à notre tête. Moi, je sais que parfois, j'ai voilà, des espèces de pensées qui viennent, des pensées de parasites qui viennent sans même vraiment comprendre pourquoi elles viennent, mais elles sont là et elles, tu vois, elles font potentiellement du mal. Et donc lui, il a un petit tableau, je pense que je le mettrai dans la vidéo. En gros, la première étape, donc, c'est qualifier la situation, donc une description de l'événement. Donc par exemple, admettons, on va prendre une situation concrète. Vous avez l'impression que votre copine vous trompe, et ben redéfinir les thèmes, enfin redéfinir ce qui se passe, donc regarder les faits. Donc par exemple se dire non, en fait ça n'a aucun sens de penser ça parce que dans les faits il s'est passé ça. Donc redéfinir la situation. Ensuite, c'est définir les émotions qu'on ressent. Parfois on se rend compte que concrètement les émotions qu'on éprouve et la situation n'a aucun rapport, enfin l'une avec l'autre, parce que bah parfois on ressent telle émotion parce que dans le passé on a vécu quelque chose de négatif et donc on va faire le lien entre ce qu'on a vécu dans le passé et ce qu'on vit maintenant, alors que parfois ça n'a aucun rapport, c'est seulement un rappel. Donc définir ses émotions après avoir défini la situation. Ensuite, définir les pensées automatiques. Donc dire en fait, encore une fois, ce à quoi on pense une fois que l'événement est passé. Et ensuite essayer de prendre du recul donc, sur le truc et voir en fonction des événements, des émotions, des pensées automatiques, à avoir une pensée rationnelle. Donc essayer de faire le lien entre tout et se dire ok, là j'ai un petit peu abusé, par exemple, je n'aurais pas dû penser ça. Finalement, c'est une émotion qui est venue toute seule sans vraiment que je fasse attention. Elle n'a pas vraiment lieu d'être. Et ensuite, définir un résultat, en fait, définir tout simplement ce qu'on en conclut. Est-ce qu'il y a vraiment une raison de s'inquiéter ? Est-ce que, en fait, non, c'est seulement nous qui avons un peu surréagi parfois dans certaines situations. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que ce petit tableau était vraiment sympa parce que ça apporte quelque chose de concret, ça apporte un passage à l'action, enfin en tout cas pour moi. Et je pense que quand on a une situation compliquée, ça peut être bien parfois d'écrire et d'avoir, tu vois, une petite trace en fait de tout ça. Voilà, je mettrai de toute façon une image, je pense, dans la vidéo. Ok. Et toi, je pense que tu es moins adepte de ces techniques-là. Pas du tout même. Ouais, c'est clair. Non, mais moi, j'aime vraiment pas beaucoup. Du tout adepte. Et je trouve que ça permet de vraiment être plus rationnel, en fait. Je suis l'antagoniste de cette vidéo, hein, vraiment. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. L'antagoniste de cette vidéo, ouais. Bah écoute, moi c'est bon avec ce point-là. Je voulais du coup faire le lien un peu avec ce dont on avait parlé tout à l'heure, donc les vers de pensée. Je pense que par exemple, quand on a un vers de pensée, donc une pensée parasite, on peut faire ça et donc prendre du recul sur la situation. Mec, hier, on avait parlé de ça, du recul. Toi, tu trouvais que parfois, ça n'avait pas vraiment de sens de prendre du recul. Est-ce que tu veux en parler encore un peu aujourd'hui ? Je sais plus vraiment ce que j'ai dit. Tu avais dit que parfois, tu trouvais ça dommage de prendre trop de recul parce que tu préférais vivre les émotions pleinement. C'est-à-dire, par exemple, admettons, tu as une émotion négative par rapport à un événement. Au lieu de prendre du recul. Typiquement, en fait, c'est les outils En fait, voilà, c'est ça. Tu vois, ce genre d'outils, de tableau, c'est trop mathématique, c'est trop cognitiviste, tu vois. Un truc, tu vois, de robot. Tu vois, c'est comme si tu as un programme. Ah, tiens, je vais pas bien, je vais prendre un programme. Mais non. La vie, elle est tellement complexe, elle est tellement absurde, ça marche pas. Pour moi, ça, il y a des gens, je suis sûr que ça va pas marcher. Il y a des gens, sûrement, ça marchera, puisqu'il le met, tu vois, c'est bien. Moi, ça marche pas. Pour les gens, il y a des gens comme ça, tu vois, moi, j'ai trop ce truc d'instinct, ce truc poétique où si je vais vivre une émotion, mais franchement, je vais la vivre à 100%. Je ne vais pas être bien, je vais pas être bien. Je vais être en joie, à 100%. J'ai pas envie de me restreindre et faire, comme il dit à un moment, tiens, je suis en joie, je vais prendre un peu de recul sur la situation. Non,
mon gars, moi, j'ai pas envie. J'ai envie de vivre le truc à 100%, mais vraiment, tu vois. Et si ça va pas bien, je vais tout faire pour aller mieux. Et je préfère aller voir quelqu'un, un professionnel, et c'est très bien qu'il en parle. Une fois de plus, c'est génial, c'est trop important. Moi, ça m'a énormément aidé d'aller voir quelqu'un parce que tu peux tout dire. Moi, je disais tout ce qui me passait par la tête, mes colères, mes frustrations, mes joies aussi quand j'en avais. Bon, évidemment, tu en parles un peu moins puisque tu as envie de progresser. Donc, tu dis pas tout ce qui va bien, tu dis ce qui va mal et comme ça passe, quoi. Mais je suis beaucoup moins dans cet aspect mathématique, j'ai envie de dire presque. Ouais, je vois. J'ai envie de, quand je sais pas, je vais pas bien, bah, je vais faire 3 heures de vélo, puis 1 heure de muscu, et puis après je vais terminer sur un peu de sac de frappe chez moi où je vais donner des coups de toutes mes forces, et après ça va vraiment, vraiment aller mieux, ça va pas revenir tout de suite. Alors que si tu fais ça, j'ai l'impression que c'est comme si, ok, tu t'es un peu rassuré, mais c'est pas passé. Tu vois, c'est comme si le trouble de l'âme, il est pas passé, tu vois. Ouais, je sais pas si... Moi c'est ma façon de faire qui est la mienne. Une fois de plus, c'est la mienne. C'est pas celle de quelqu'un d'autre. Et c'est subjectif une fois encore. Ouais, moi, je trouve que c'est quand même intéressant pour prendre du recul, en fait, en tout cas. J'avais trouvé ça bien par Mais rapport à ce peut-être point-là. parce que j'ai aussi, par chance, je sais pas, une sorte d'instinct qui vient où je sais les moments où en vrai je m'inquiète pour rien et je prends du recul tout de suite. Des moments où je sais qu'il faut que je fasse quelque chose pour transcender, tu vois, la situation, l'émotion, la phase. Ouais, je vois. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, Page 115. page 115. Il nous parle d'éteindre la TV mentale. C'est encore, c'est en rapport, tu vois. Ouais, là on est sur le même thème. Eh ben, on va en reparler. Éteindre la TV mentale. Il nous parle de la méditation, et c'est vrai que la méditation, c'est un bon outil. Et tu me disais que toi, tu aimerais bien faire une sorte de, je sais plus, c'était dopamine reset, tout, une sorte de truc où tu n'as plus du tout les réseaux, où tu n'as plus du tout... si tu veux, je peux partir de mon expérience, que moi, je l'ai déjà fait, tu vois, ça. Pendant longtemps, en plus. Pendant un moment. Non, mais encore plus spécifiquement, tu vois, un autre truc que tu sais que j'ai fait, mais est-ce que toi, tu as envie de dire pourquoi tu aimerais bien faire ça, faire des moments où tu arrêtes tout, tu vois? Ouais, bah du coup, comme ça, je vais parler un peu de pourquoi je le fais. Toi, tu vas expliquer ce que ça t'a apporté. Moi, je trouve que bah, déjà, aujourd'hui, mon métier, enfin, ce sur quoi je travaille cette année, c'est faire du contenu sur les réseaux pour vendre des vêtements. Et en fait, je me rends compte que tout est fait pour être sursollicité. C'est-à-dire qu'on a tout le temps des notifications, on a tout le temps des likes, des commentaires. Et chaque application est faite pour que le consommateur de contenu y passe le plus de temps. Tu vois, en l'occurrence, bah, les gens vont, pareil, tu vois, il y aura les likes, ça défile, tout ça. Et donc, c'est très attirant mentalement parce que c'est facile et que ça apporte de la dopamine. Et pour le créateur, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi très attirant parce que tu es toujours tenté de regarder tes résultats, toujours tenté de voir ça. Et en fait, au quotidien, déjà de 1, ça ne te sert à rien parce qu'une fois que la vidéo elle est postée, elle peut faire des vues ou pas, que tu la regardes un peu plus, que tu regardes tes statistiques, ça ne va rien changer. Et surtout que, en fait, regarder ses statistiques, c'est très utile, mais c'est utile quand on le fait dans un but de progression. C'est-à-dire de se dire, ok, pourquoi cette vidéo elle a marché là, pourquoi les gens ils ont décroché à tel moment. Mais très souvent, moi j'ai tendance juste à aller voir, tu vois, actualiser, regarder le fil, voir, ok, j'ai pris 50 abonnés, la vidéo elle a fait, je sais pas, 20 000 vues. Enfin, et du coup, c'est seulement un peu une sorte de gratitude instantanée, tu vois, où je me dis que j'ai eu ça. Gratification instantanée, tu vois, où je pars du principe que, ok, j'ai eu ça, j'ai eu ma petite dose de dopamine et finalement, tu vois, ça, de 1, ça n'a aucun sens, de 2, ça augmente mon temps d'écran et genre, non mais vraiment. Donc déconnecté un peu à la réalité. Et donc voilà, je suis déconnecté de la réalité. Et même si, bon, la réalité aujourd'hui, elle se fait aussi par les écrans parce que le quotidien a changé, mais je trouve que, tu vois, faire une dopamine reset là, je pense que ça peut être intéressant parce que ça permet d'apprécier plus des choses du quotidien, des choses simples. Tu vois, dont il parle, apprécier les plaisirs invisibles à un moment. Ouais. Ce dont on a déjà parlé au début de la vidéo. Apprécier les trucs du style un repas, comme tu disais, tu vois, une brise, le soleil, ces choses-là dont on profite un peu moins. Et parfois, on est tellement, tu vois, le quotidien, enfin, je veux dire, on va être dans notre vie, on va tellement penser aux résultats qu'on aura le soir ou le lendemain grâce à notre vidéo ou grâce à notre vêtement qu'on a vendu, qu'on en oublie les moments présents en fait.
Et pour ça, tu vois, j'aimerais bien essayer cette expérience-là et voilà. Je pense que ça peut être intéressant. Et du coup, moi, tu vois, j'ai fait cette année, il y a quelques mois, le GR20. Le GR20, c'est la randonnée la plus dure d'Europe. Elle est en Corse. Il y a plein de gens qui doivent connaître. Et j'ai fait ça avec ma sœur. Et en fait, sans même le vouloir, du coup, je n'utilisais pas du tout mon téléphone. J'étais juste dans la montagne en train de faire des efforts simples. Bon, c'était très dur, mais je veux dire, on marchait, quoi. On marchait et on allait dormir le soir, on mangeait, point barre. Mais mec, c'est tout. Et pas de téléphone, juste tu marches, tu poses ta tente, tu fais bouillir ton eau, tu mets tes pattes dedans, ta popote, tout. Tu as des levées de soleil incroyables, tu as des couchers qui sont pareils, tu vois, magnifiques. C'est dur d'en parler tellement t'as pas les mots, quoi. Les odeurs du matin, je sais pas, il y a quelque chose de gratitude. Là, tu as vraiment une gratitude, tu vois. Et tu as cet aspect où les pensées incessantes de la vie quotidienne, elles tombent. C'est comme s'il y avait un lac, tu vois, un océan. Elles tombent et le plus important remonte à la surface. Ouais. Et ça, moi, je l'ai bien vu. Avant de partir, il y avait tellement de choses qui me troublaient. J'étais là, est-ce que je vais faire ça ou ça? Oh, je sais pas, punaise mince, oui, non, machin. Et franchement, et en fait, pendant le GR, c'est venu simplement. Il y a des moments, j'ai vu sortir 2 récas, j'étais là. Ben oui, non, mais en fait, c'est tellement ça que j'ai envie de faire. Tu vois, c'est tellement simple. Ça, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça, j'ai envie de le faire. Et ça venait de soi-même, tu vois. Ouais, clairement. Et ça m'a beaucoup aidé pour ça, parce que j'étais plus stimulé comme je l'étais tous les jours. Surstimulé. Mec, ça, c'est un truc, vraiment, la rando, je pense qu'on apprécie aussi pour les mêmes raisons la randonnée. Et sur plusieurs jours. Ouais, sur plusieurs jours. Parce pas que ça une seule journée. Déconnecte totalement du quotidien. T'as plus les mêmes problèmes. T'es là, t'as froid, t'as faim. T'as froid, t'as super chaud, t'as soif, t'as faim. T'as des vraies sensations. T'as des vraies sensations. Mais tu sais que, je te jure, il y a un matin, j'étais là et je disais à ma sœur, punaise, mais ça fait des années que... Enfin, je sais pas des années, mais ça fait un moment que j'ai pas autant apprécié le soleil qui vient caresser ma joue, quoi. Il faisait froid le matin, on avait dormi, je sais plus à combien je sais plus, pas loin de 2000 mètres, tu vois, non, 1700, enfin, on avait dormi bien haut, tu vois. Et il faisait froid, il faisait vraiment froid. Et le soleil, à un moment, il passe au-dessus de la montagne et mec, la chaleur du truc, ça me prenait tout le corps et j'étais bien. Tu vois, j'étais vraiment bien. Ça n'arrive jamais que j'apprécie ça comme ça. Et ça, dans le quotidien, jamais tu te dis ça. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Ouais, la rando, c'est vraiment un truc qui permet de revenir aux bases. Et c'est pour ça que ce livre, c'est bien. Tu vois, nous, on met de notre expérience personnelle là-dedans, mais apprécier les plaisirs invisibles et éteindre la TV mentale, ça va ensemble, tu vois. Ouais. Il faut, à un moment, éteindre quelque chose, c'est vrai. Et je prends témoin tous ceux qui l'ont déjà fait, ils savent ce dont je parle. Et ils peuvent le dire aux autres. Ils peuvent partager ce podcast aussi si ça leur a plu. Et parce que eux, ils n'ont pas fait cette démarche vraiment d'en parler. Donc nous, on l'a fait, mais n'hésitez pas. Tu vois, parce que on a envie d'aider les gens, nous aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on dit, si on ne fait pas ça pour rien, on a envie de transmettre quelque chose. Tu vois, comme Cyrus, par ce livre. Ouais, c'est vrai, totalement. Je sais pas si tu as encore d'autres choses à dire. Moi, je suis plutôt clean là. Yes, moi j'ai des trucs. Alors, il y a quelque chose, un point avec lequel j'étais pas trop en accord. Donc ça, c'était page 72. Page 72, donc il parle... Enfin, j'ai pas besoin de l'ouvrir de toute façon, parce que c'est pas très important. En fait, à ce moment-là, Cyrus, il parle de accepter la richesse. Et la gloire. Et la gloire, voilà. La richesse et la gloire. On est vraiment dans le Gladiator. Oui, il en parle beaucoup d'ailleurs. Il en parle beaucoup. C'est vrai qu'il en parle. C'est pour ça que ça me vient à l'esprit. Il en parle. Donc ça, c'est un principe que j'ai pas tellement compris, parce que je trouve que la richesse et la gloire sont des choses qui viennent à nous si on va les chercher. C'est-à-dire que on travaille. Un moment, la richesse va venir parce qu'on a travaillé. En tout cas, pour mon cas, tu vois. Et je pense que la richesse ne tombe, ou la gloire ne tombe sur personne. Personne ne se réveille un matin en étant riche, ou personne ne se réveille un matin en étant célèbre sans n'avoir rien fait finalement. Et ça, j'ai pas trop compris, je t'avoue, parce que accepter ça, c'est comme si on pouvait le refuser déjà, sachant que si on allait le chercher, c'est qu'on a envie de l'accepter. Et j'ai pas tellement compris ce principe-là. Moi non plus, ça m'a pas vraiment parlé.
Mais c'est parce que je pense que c'est tellement... Il a un biais, à mon avis, Cyrus. Parce que lui, il a la richesse et la gloire. Oui. Tu vois, il est reconnu et il a de l'argent. Oui. C'est pour employer des termes, c'est pas forcément richesse et gloire, tu vois. Mais lui, il a de l'argent et il est reconnu. Donc, il se dit, ça a été un travail pour lui, je pense, d'accepter la richesse et la gloire. Que nous, on n'a pas vraiment ce truc. Je vois ce que tu veux dire. Donc, on peut peut-être pas vraiment comprendre, mais c'est vrai que du coup, on se demande qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de ce livre. Ouais. Tu vois. Bah, je sais pas si mais je pense qu'en même temps, je me fais bien comprendre. Tu l'as... Enfin, quand tu l'as reçu, tu l'as cherché et quand tu l'as cherché, tu à part des mêmes, à part Kwakubé, je pense pas qu'il a recherché la richesse et la gloire, mais il l'a eu. J'ai pas compris. Bref. Laisse tomber, vas-y. Non, mais le mec qui a fait le truc de Kwakubé. Ouais. Je pense que lui, il l'a pas recherché la gloire, il l'a quand même eu. Il y a moyen que... Oui, je pense qu'il a même pas envie. Mais je crois que je sais pas si on peut parler de gloire là. Tu vois. Un mec tellement. Non, là c'est triste. Hein. Moi je vois pas ça comme de la gloire. Ah, je rêve que ça se trouve. Si le mec est intelligent, le gars il a fait un petit business avec ça, avec des t-shirts Kwak. tu vois ce que je veux dire? Kwakubaka. Voilà, Team Kwakubaka. C'est comme moi, juste pour le délire, je pense que je peux l'acheter parce que ça me tue. Non, tu l'achèterais pas. Tu l'achèterais jamais. Alors, donc ça vraiment, j'ai pas compris. Donc, s'il y a des gens qui l'ont compris, donc j'ai pas compris, j'étais pas très d'accord non plus parce que ça ne me concernait pas. Des gens qui ont compris, qu'ils le mentionnent. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai pareil pas tellement compris, même que j'ai trouvé dommage. Il parle de l'imperméabilité de l'amour. En gros, ça c'est un concept selon lequel l'amour, il faudrait être imperméable à l'amour, c'est-à-dire ne pas vivre pleinement l'amour et concevoir l'amour seulement comme quelque chose qu'on nous prête. Sauf que j'y ai réfléchi hier et je me suis dit, parce qu'en fait on en a parlé hier, je me suis dit, mais oui. L'amour, ça se vit pleinement. Tu ne peux pas vivre l'amour à moitié. Si tu vis l'amour à moitié, c'est que tu ne vis pas l'amour. Pour moi, l'amour pur, c'est quelque chose qui se vit pleinement et sinon, c'est pas ça. Et donc, je trouve ça dommage de donner ce principe-là, un peu comme si finalement il fallait ne pas vraiment aimer, ne pas vraiment ressentir ce sentiment-là qui est intense. Et voilà, ça j'ai pas tellement compris. Je pense que l'amour, c'est quelque chose qui se vit pleinement. Après, c'est peut-être subjectif. Non, mec, Enfin, je pense pas que ce soit subjectif. Évidemment, l'amour, c'est subjectif. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Lui, ce qu'il dit, mais c'est vrai que ce concept, il est un peu bizarre. C'est vrai que l'amour, ça se vit pleinement. Lui, je suis totalement d'accord. Il faut voir l'amour comme un prêt. Comme si, en gros, on te prêtait l'amour et qu'au moment où la relation se termine, il faut dire « Ok, on me l'a prêté, on me le rend ». Et il emploie un exemple. Si on te prête une montre et que dans 2 jours, on te demande de la rendre, tu vas pas te vexer, la montre va pas te manquer parce que tu savais qu'on te l'avait prêtée. Pas d'accord. Voilà. Pas d'accord non plus. En vrai, non, la montre, non. Non, on te traite un truc cool. Mais t'as envie de le garder. Oui, t'as envie de le garder. On te prête un téléphone qui est mieux que le tien, tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, tu vas l'acheter après. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. Enfin, ce principe-là, personnellement, je l'ai pas. Non, mais je suis tellement content que tu dis ça parce que je suis totalement d'accord. Et moi, le dernier principe que j'ai vraiment apprécié, par contre, c'est donc là, il a fait une petite métaphore, c'est en gros entrer une adresse dans son GPS. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que en gros, ce qu'il dit, c'est que il faut avoir une trajectoire de vie. Il faut avoir une trajectoire de vie comme quand, en fait, la vie, c'est vrai que c'est un peu un trajet. Et quand on fait un trajet pour aller d'une ville à une autre, on met une adresse dans un GPS parce que sinon, on va n'importe où. Et beaucoup de gens, finalement, n'ont pas vraiment de but dans leur vie, n'ont pas vraiment de sens, de ligne directrice, ne savent pas vraiment pourquoi ils font les choses. Et c'est hyper important, je pense, de réfléchir à pourquoi on fait les choses, qu'est-ce que c'est la finalité de ce qu'on veut faire. Tu vois, si on veut travailler beaucoup, est-ce que on le fait parce qu'on aime notre travail ou parce qu'on veut devenir riche? Et si on n'aime pas notre travail et qu'on le fait parce qu'on veut devenir, enfin, qu'il y a de l'argent en jeu, est-ce que la richesse, c'est vraiment la finalité de notre vie? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche? Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que cette idée un peu de parler d'un GPS, c'est comme si en fait il y avait une destination. Il y avait une destination finale, il y avait vraiment quelque chose de précis. Même si bien sûr la destination peut changer, je pense que c'est important, en tout cas sur le court terme, de savoir pourquoi on fait les choses. Parce que faire les choses seulement pour les faire, seulement parce que la société nous dit de les faire, je trouve ça un peu dommage. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai même envie, je suis d'autant plus d'accord avec toi, j'ai envie de rajouter quelque chose et de dire, ça me fait penser à cette phrase, le plus important, c'est pas tant la finalité,
l'arrivée de ton voyage, mais le voyage en lui-même. Ouais, c'est vrai. Et c'est d'une importance capitale dans ta vie de te mettre une sorte de... J'ai pas envie d'utiliser le mot objectif parce que on l'entend tellement, je suis plus fan de ce mot, mais il faut se mettre une destination. Il faut se mettre une arrivée et en fait, elle va changer cette arrivée. Et pendant ton voyage, tu vas aller ailleurs. Mais au moins, tu vas bouger. Ouais, sûrement. Tu vois, au moins, tu vas avancer dans quelque chose. Et je suis totalement d'accord avec toi. On s'en fout que la ligne directrice, ça c'est comme le tronc d'un arbre. Tu vois, tu te dis, je vais arriver à la cime. Et en fait, tu prends une autre branche plutôt que celle, tu vois, celle que tu veux prendre à la base. Et je suis totalement d'accord. Vraiment. Il faut se mettre une destination. On va avancer, on va rencontrer des gens, on va avec les expériences qu'on va avoir, on va changer notre vision, mais on va avancer et on va bien arriver quelque part. Ouais, totalement. Et ça, c'est fondamental. Et en même temps, en fait, je dis ça, mais d'une autre manière, je contredis un peu la chose. Parce que il y a quelques temps, je t'ai parlé d'un groupe Discord dans lequel il y avait plein de gens de ce style qui parlaient de ça. Et en gros, tout le monde définissait ses objectifs. Et tu regardes, les 3/4 des objectifs, c'est gagner 10 000 € par mois, faire 100 000 abonnés avant temps. Et je trouve que ça n'a aucun sens, par contre, de seulement définir un point d'arrivée sans parler des étapes. Parce que finalement, comme tu l'as dit, le point d'arrivée change. Oui, tu passes par l'étape 1, le premier mètre même, avant de parler de kilomètres. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est, je pense, le point d'arrivée n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est les étapes. C'est dire, on va passer par là, on va passer par là. Parce que, et ça, je ne sais pas si on en avait déjà parlé dans le podcast ou une autre fois, moi, j'ai du mal à me dire, dans un an, j'ai envie de gagner tant par mois. Dans un an, j'ai envie d'avoir tant d'abonnés sur Kendall, tout ça. Il faut se mettre des petites échéances. C'est des petites échéances. Tu vois, au lieu de me dire ça, je vais me dire, ok, tout le mois de décembre, tu vas poster une vidéo par jour. C'est comme la perte de poids. Et, tu te dis, je fais 120 kilos, j'ai envie de revenir à 65. Commence à revenir à 115, puis 110. Oui, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est important et apprécier une fois de plus les plaisirs invisibles. Enfin là, c'est pas invisible, mais des petites avancées, tu vois. Les petits pas, pas après petit pas après petit pas. Moi, c'est un concept que j'essaie de m'appliquer tous les jours. C'est pas toujours facile, mais pas à pas. Tu vois, j'essaie de me dire, comme en randonnée, quand tu es épuisé, tu vois, un pas va compter. Parce qu'il te rapproche de ton arrivée, du gîte, là où tu vas pouvoir manger un truc, et pas à pas. Et en fait, faire un pas, tu te dis, ok, j'en ai fait un, ça me rapproche. Et ça t'emmène sur le deuxième, sur le troisième, tu vois. Totalement, je vois ce que tu veux dire. C'est bien de... Je vois ce que tu veux dire. Enfin voilà, moi en tout cas, c'était ma petite liste. Ok. Je trouve que cette idée est intéressante. On conclut ? Ouais. Ah non, il y a juste une dernière chose. Hop. Petit dernier. C'est une phrase qui dit à un moment, c'est en gros, il parle de pourquoi on fait les choses. L'idée qui donne finalement à travers, je ne sais plus exactement où c'était, il me semble que c'était vers la fin. Ouais. En fait, il parle de l'allégorie de la caverne et donc en gros du philosophe qui va explorer à l'extérieur de la caverne pour rapporter aux autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très souvent dans une démarche de développement personnel. Oh my God, il a dit le mot interdit. Et en fait, tu vois, développement personnel, ça rime à rien. Parce que se développer seul, ça amène à finir seul, à aider personne. Et certes, tu as développé ton capital, mais ton capital sera dilapidé un jour ou l'autre. Tout ce que tu as créé sera dilapidé. La seule chose qui restera, c'est éventuellement si tu as transmis des choses aux autres. Et lui, ce qu'il dit, en gros, que dans le monde des idées, il ne faut pas seulement contempler seul. Donc moi, à travers contempler, j'entends contempler, créer, gagner, tout ça, seul. Il faut aussi revenir dans la caverne, donc l'allégorie de la caverne de Platon, pour le partager aux autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant et très important. Et c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs à travers cette chaîne, même si on ne le fait pas forcément très bien pour l'instant, parce que c'est le début, tout ça. L'idée, ça viendra. Voilà, sur le long terme, c'est de un peu revenir dans la caverne et partager ce qu'on a découvert, partager ce qui nous a aidés nous, pour que d'autres personnes potentiellement puissent en profiter. Parce que je pense que, c'est aussi d'ailleurs le principal avantage de YouTube quand même, c'est que tu vois, souvent c'est des gens qui ont, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui viennent et qui partagent leur expérience. Ça aide plein de gens en fait. Carrément. Enfin, Totalement d'accord. Voilà. Pour moi, c'est fini. Je pense qu'on peut conclure. Je sais pas si tu veux conclure ou si tu veux. Écoute, je le fais. Déjà, j'ai envie de dire
Merci d'avoir écouté si vous en êtes jusque-là. N'hésitez pas à acheter le livre si ça vous intéressait. On n'a pas abordé tous les points, parce que sinon c'est beaucoup trop long. Ouais, on n'est pas une revue littéraire, tu vois. Non, pas du tout. Mais on avait de discussion. Envie de donner notre avis, parce que Cyrus est un créateur de contenu qui nous plaît vraiment, qui a des pensées qui vont dans le même sens que nous, se questionner sur la vie, essayer d'améliorer quelque chose, de tendre, je ne dis pas d'être en mode bonheur tout le temps, mais de tendre vers un bonheur quand même, un certain bonheur, j'ai envie de dire, même si c'est un mot fort, mais quand même. Et voilà, tendre vers la joie en tout cas. Totalement. Donc j'ai envie de dire merci Cyrus pour ce livre. Je l'ai quand même acheté, donc tu peux me remercier aussi. On l'a acheté. Et on l'a acheté. Et merci Sam. C'était un vrai plaisir de faire ça avec toi. Bah ouais. Et voilà, je crois qu'on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Ouais, sûrement. Sur ta chaîne ou sur la mienne. Quel sera le thème? Oui, on fera cette fois-ci un sur chaque chaîne. Ouais. Et puis, en tout cas, merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt. Ciao.